Au début du XXIe siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. La sélection naturelle, processus selon lequel les plus forts, les plus intelligents et les plus rapides se reproduisent en plus grand nombre, théorie qui a longtemps fait appel aux instincts les plus nobles de l'homme, céda peu à peu la place à de nouvelles icônes. À l'époque, les romans de science-fiction prophétisaient un futur plus civilisé où les terriens seraient de plus en plus intelligents. Mais plus le temps passait et plus la tendance semblait s'inverser pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce. Ok. Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet c'est l'eugénisme. Dans notre imaginaire collectif, eugénisme rime avec futur, science-fiction, dystopie, et certains films phares en ont renforcé la connotation comme Bienvenue à Kataka, sorti en 98. Mais s'appuyant sur cette thématique, on retrouve également Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, Les rivières pourpres, roman de Jean-Christophe Granger, ou encore The Island, produit par Michael Bay, et Idiocratie dans un style plus comique. Alors qu'est-ce que l'eugénisme ? D'où vient-il et pourquoi semble-t-il être un objet de fantasme pour les hommes de notre époque? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Tout d'abord, l'eugénisme, c'est l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. On distingue deux types d'eugénisme différents. D'une part, l'eugénisme positif qui vise à favoriser la reproduction de gènes considérés comme bénéfiques pour l'humanité, et l'eugénisme négatif qui vise à éliminer les gènes considérés comme néfastes ou nuisibles pour l'espèce. Ces pratiques sont en réalité très anciennes. À Sparte, par exemple, les bébés qui n'étaient pas considérés comme sains et forts étaient jetés aux apothètes, un gouffre situé non loin de la cité, car l'enfant ne devait pas représenter une charge pour la société. Ça, c'est une forme d'eugénisme négatif. Ces pratiques, on les retrouve aussi dans les écrits de Platon, penseur de la Grèce antique, et Sénèque, penseur de la Rome antique, qui considère l'humanité comme un troupeau qu'il faut élever par des méthodes de sélection assez brutales. Nous abattons les chiens enragés, nous tuons un bœuf intraitable et sauvage, nous égorgeons les bêtes malades pour qu'elles ne contaminent pas le troupeau, nous étouffons les petits monstres, nous noyons même les enfants lorsqu'ils sont venus chétifs et anormaux. Ce n'est pas la colère, c'est la raison qui nous invite à séparer des éléments sains les individus nuisibles. En effet, l'on en trouvait déjà dans l'Égypte ancienne, dans le monde grec antique à Sparte, on en trouvait chez les Incas dans divers lieux d'Amérique du Sud, à telle enseigne que l'on pourrait légitimement se demander si l'humanité n'est pas dès le départ porteuse du gène de l'eugénisme. Jacques Testard, Le nouvel eugénisme, trier l'humanité dans l'œuf. Les méthodes eugénistes se sont diversifiées au fur et à mesure des progrès de la médecine. Il existait, au début du XXe siècle, des comités eugénistes dont les thèses se développaient particulièrement en France, en Allemagne et en Angleterre. Néanmoins, c'est le Japon et les États-Unis qui furent les premiers à instaurer un programme politique eugéniste en mettant en place des campagnes de stérilisation contrainte envers certaines catégories de la population, comme les handicapés. Ces États pratiquèrent donc une politique d'eugénisme négatif en empêchant la reproduction de certaines catégories sociales. Ils furent suivis notamment par la Suède, le Pérou et l'Allemagne nazie qui stérilisa plus de 400 000 personnes. Il faut comprendre qu'à l'époque, tout le monde connaissait le terme d'eugénisme et celui-ci faisait couler beaucoup d'encre. Mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute du nazisme, l'eugénisme lui étant associé devint très mal vu, même s'il était pratiqué et défendu dans de nombreux pays et depuis toujours. Il est aujourd'hui très difficile de débattre de cette question sans susciter l'indignation, et croyez-moi que dans cette vidéo, je joue au funambule, bien que je ne sois pas là pour en dire du bien. Sachez d'ailleurs que je ne me positionnerai ni en tant que juge moral, ni en tant que partisan. J'essaie simplement de contribuer à faire ressurgir une question laissée en suspens. Question laissée en suspens certes, mais bien d'actualité. Sachez que les pratiques eugénistes n'ont jamais cessé, et c'est ce que nous allons voir ensemble. L'eugénisme est invoqué aujourd'hui par certains médecins et comités d'éthique à des fins thérapeutiques pour soigner des maladies graves et incurables. Mais notre conception de la gravité est relative et varie dans le temps. Imaginez qu'en Grande-Bretagne, on élimine même aujourd'hui les gènes du strabisme. Mettre le doigt dans l'engrenage eugéniste revient à y plonger le bras. Depuis 1970, des banques de sperme choisissent les donneurs sur des critères de santé et de qualité et apparient les couples reproducteurs, c'est-à-dire qu'elles associent les pathologies du donneur en fonction de celles de la mère pour qu'elles ne se répètent pas chez l'enfant. C'est une forme d'eugénisme positif. Le problème est que les pratiques eugénistes sur les géniteurs ne sont pas très efficaces puisqu'il y a des accidents de fécondation. Même si le géniteur et la génitrice disposent d'un patrimoine excellent et apparié, il est possible qu'ils ne soient pas complètement transmis à l'enfant.
Par la suite, les progrès du génie génétique permettent l'apparition de méthodes de procréation médicalement assistées, dont le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic prénatal incarne l'ensemble des méthodes visant à détecter in utero, dans l'utérus de la mère, les pathologies éventuelles de l'embryon, afin de donner le choix aux futurs parents d'interrompre ou non la grossesse, IVG. On peut prendre l'exemple de la trisomie 21, qui une fois détectée, aboutit dans 96% des cas à une interruption de la grossesse. Le diagnostic préimplantatoire, quant à lui, s'effectue in vitro, c'est-à-dire en laboratoire. Il est possible, grâce à ce diagnostic, désormais, de sélectionner les embryons qui seront injectés dans l'utérus de la future mère. Cela présente des avantages énormes d'un point de vue génétique. Tout d'abord, il ne peut plus y avoir d'accident de fécondation, puisqu'elle a déjà eu lieu in vitro, et il est possible de la corriger en quelque sorte par la sélection des embryons sains. De fait, on maximise les chances d'avoir un bon patrimoine génétique en pratiquant sur les embryons un eugénisme prénatal à la fois positif et négatif. Les comités d'éthique en France souhaitent de plus en plus la généralisation de ces diagnostics, et aux États-Unis, on choisit désormais le sexe de son enfant. En Chine, sont nés les premiers bébés OGM. Deux belles petites filles chinoises appelées Loulou et Nana sont venues au monde en aussi bonne santé que n'importe quel autre bébé. Pas de conférence de presse ni d'article dans une revue scientifique. C'est via YouTube que le chercheur He Jiankui a annoncé la nouvelle, celle de la naissance de jumelles génétiquement modifiées. Rien n'arrête le progrès de la technique, et si nous pouvons le faire, nous le ferons. Avons-nous déjà refusé un progrès au nom de l'éthique? Jamais. Aucune des discussions éthiques sur la technologie ne l'a stoppé. On peut même parler d'autonomisation du mouvement technologique, car en fin de compte, la technique prédomine nos conceptions morales et éthiques. La théorie classique de la société a d'ailleurs précisément décrit les représentations juridiques et morales post-traditionnelles comme résultant de la rationalisation sociale et culturelle qui est allée de pair avec les progrès de la science et de la technique moderne. Habermas, vers un eugénisme libéral. Alors nous nous dirigeons pas à pas vers la généralisation des pratiques eugénistes. Les problèmes auxquels nous allons être confrontés sont d'ordre philosophique, et je vous propose de tenter de les imaginer avant d'avoir à y faire face entièrement. Le DPI et les nouvelles avancées dans le génie génétique nous permettent dans une certaine mesure de sélectionner les gènes. Cela pose un premier problème de frontière entre la nature organique, ce que nous sommes, et le corps dont nous disposons, ce sur quoi nous pouvons intervenir physiquement. Actuellement, nous ne pouvons que cultiver ce que nous sommes fondamentalement, mais nous ne pouvons pas intervenir directement dessus. On peut changer de couleur de cheveux, mais on ne peut pas radicalement changer de nature ou de caractère. Il y a des choses en nous que l'on ne peut pas toucher. Mais en corrigeant les gènes, la frontière disparaît entre le corps dont je dispose et ce que je suis fondamentalement. Donnez par exemple à une personne humaine le choix de son sexe, et vous verrez qu'elle ne considérera plus son sexe comme une nature, mais plutôt comme un bien dont elle dispose à volonté. L'apparition de la communauté LGBT dans ce contexte d'atténuation de la frontière entre ce que je suis et mon corps n'est pas anodine, et est même au cœur de leur idéologie. Ainsi, nous atteignons un point de rupture. Comme l'eau lorsqu'elle atteint 100 degrés Celsius subitement change de nature, l'humanité, elle aussi pas à pas, effectue le saut qualitatif de la dénaturation, puisque par définition la nature c'est ce que nous ne pouvons pas changer. Mais que ne pourrons-nous pas changer à terme? Le second problème auquel nous allons faire face, et auquel nous faisons déjà face, c'est la transformation de l'enfant en produit que l'on façonne. On est désormais capable de choisir la couleur des cheveux, des yeux, le sexe, c'est ce que l'on appelle les designer babies qui ont posé d'énormes problèmes d'éthique il n'y a pas si longtemps. On contribue par ces pratiques à marchandiser l'homme et la vie. D'ailleurs, le sexe des enfants est déjà devenu un véritable marché aux États-Unis. À mesure que s'étendent et se normalise la création et l'utilisation d'embryons aux fins de la recherche médicale, se transforme la perception culturelle de la vie humaine anténatale, avec pour conséquence l'abrasion de notre sensibilité morale au profit des calculs des coûts et des bénéfices. De plus, les actes sur les gènes sont des actes cruciaux puisqu'ils déterminent la vie de l'enfant jusqu'à la fin. Les acteurs de la sélection détiennent donc une énorme responsabilité envers les parents et leurs enfants. D'ailleurs, lorsque ceux-ci apprendront qu'une tierce personne inconnue est à l'origine de ce qu'ils sont, que vont-ils penser? S'il leur arrive malheur, ils intenteront un procès à ce médecin qui s'est trompé ou à ses parents qui n'ont pas bien su le concevoir. Ce qui était du fait de la destinée sera désormais considéré comme une erreur et engendrera de la rancœur. Erreur, préjudice, réparation, une dynamique fort vertueuse. Les parents seront contraints de recourir à ces pratiques pour ne pas que leurs enfants soient défavorisés et exclus du fait de leur gène, sous peine d'être considérés comme des criminels. On disait qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus.
Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu plutôt que dans celle de son généticien local. 10 doigts, 10 orteils, c'est tout ce qui importait autrefois. Plus maintenant. Une fois que le test est accessible et qu'une femme décide de ne pas l'utiliser, si son bébé naît avec une infirmité qui aurait pu être diagnostiquée, ce n'est plus le fait du destin, c'est devenu sa faute. Je suis navrée, l'assurance ne le couvrira pas. Et s'il tombe... Mais on m'avait affirmé qu'il n'y aurait aucun problème. J'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose. L'individu se sentira déresponsabilisé de lui-même et emprisonné par son ADN. Je suis comme ça, ce sont mes gènes. Il existe aujourd'hui encore un équilibre dans la responsabilité face à soi-même. Je suis autant responsable de moi que le milieu dans lequel j'ai vécu. Mais l'intervention d'une tierce personne inconnue romprait cette symétrie des responsabilités et entraînerait l'individu dans une dynamique passive. De plus, celui-ci pourra trouver dans l'intervention extérieure la justification de ses éventuelles insatisfactions. À celui qui ne supporterait pas son sort, ne resterait que l'alternative du fatalisme ou du ressentiment. Ces tendances eugénistes aboutiront de fait à une société où le patrimoine génétique fonctionnera comme une carte de visite, et ceci engendrera la fin d'une des dernières formes d'égalité, celle face au hasard et face à la mort. Se créera une compétition entre les embryons qui seront, alors qu'ils ne sont même pas nés, déjà soumis à la concurrence et au marché. Les classes inférieures ne pourront pas souffrir les interventions nécessaires à l'élaboration d'un bon patrimoine génétique et perdront la compétition. La normalité sera dictée par des institutions savantes, réalisant des statistiques génétiques et échelonneront la valeur des individus. Le risque de maladie deviendra une maladie en soi, et tout ceci ne créera que le facteur de discrimination suprême auquel personne n'échappera. Ce sera la dictature de l'inné sur l'acquis. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Ta seule chance de voir l'intérieur d'un vaisseau spatial, c'est d'y faire le ménage. Mon père avait raison. Peu importait le nombre de mensonges dans mon CV, mon véritable CV était dans mes cellules. Pourquoi investirait-on tant d'argent pour m'entraîner, alors qu'il y a 1 millier de candidats avec un bien meilleur profil? Bien entendu, la discrimination est illégale. On appelle ça du génoïsme. Mais personne ne prend la loi au sérieux. Comme de nombreux autres dans ma situation, je me déplaçais beaucoup au cours des quelques années qui suivirent, trouvant du travail où je pouvais. Je dois avoir nettoyé la moitié des toilettes de l'État. J'appartenais à une nouvelle sous-classe qui n'était plus déterminée ni par le statut social ni par la couleur de la peau. Bienvenue à Gattaca, messieurs. Non. Nous avons maintenant fait de la discrimination une science. Voilà votre matériel de nettoyage. Commencez devant, nettoyez jusqu'au fond. Et je veux que le sol soit si brillant que je puisse me voir dedans. Mais à ces assertions philosophiques, il y a des objections de taille. Premièrement, s'il nous est possible d'éviter une vie de souffrance à un enfant atteint d'une grave maladie génétique, allons-nous lui refuser le soin au nom de l'éthique, sous prétexte que nous mettrions le doigt dans l'engrenage? Peut-être faudrait-il alors légiférer et ne réserver les pratiques eugénistes que dans des cas d'extrême urgence. Mais nous savons que la technique prédomine sur la justice et la morale. Alors ces lois ne feraient qu'un temps avant d'être retouchées, puis assouplies et enfin abrogées. Surtout si celles-ci entravent la domination des classes dirigeantes. Et d'ailleurs aux États-Unis et en Chine, l'éthique semble déjà reculer, laissant ainsi place au marché. Une meilleure connaissance du code génétique nous permettra d'aller dans la direction voulue. La production d'êtres humains intelligents, gentils, honorables ou attentionnés, peu importe. Ces caractéristiques sont liées à la présence ou à l'absence de certains gènes. Grâce au séquençage, on contrôlera beaucoup mieux les types de personnes qui naîtront à l'avenir. C'est une approche essentiellement mathématique. S'il y a un trait qui vous intéresse, vous voulez le mettre en avant. Reste à savoir sur quel bouton il faut appuyer pour y arriver. On le fait déjà avec les vaches. Nous allons séquencer 1 million de Chinois pour en savoir plus sur leur génome. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais on pense trouver dans les gènes les réponses à nos questions. J'ai un rêve, celui de séquencer le moindre organisme vivant de la planète, celui de séquencer tous les habitants de la Terre. Cela ne fait aucun doute. La génomique est une chance pour l'être humain. Il y a une deuxième objection, elle aussi essentielle, celle de l'apparition du concept de dégénérescence de l'espèce imposant l'eugénisme.
Pour la comprendre, il nous faut revenir aux origines du mot eugénisme. C'est Francis Galton, anthropologue et protogénéticien britannique, cousin de Charles Darwin, qui conceptualise et regroupe en un mot eugénisme toutes les pratiques de sélection artificielle. Pourquoi le théorise-t-on à cette période-là? Premièrement, parce qu'a émergé le darwinisme. Le darwinisme, c'est la théorie qui explique l'évolution biologique des espèces par la concurrence et la sélection naturelle. Deuxièmement, parce que nous sommes en pleine révolution industrielle. C'est un Français, Bénédicte Morel, qui constate que les progrès de la médecine et la hausse générale du niveau de vie engendrent une baisse de la mortalité infantile. Et ceci constitue d'après lui un grave problème. Les personnes fragiles vont pouvoir désormais se reproduire. Morel démontre qu'il y avait un processus naturel par lequel l'humanité éliminait les gènes défavorables et que l'industrialisation des sociétés occidentales a atténué drastiquement ce phénomène. Il élabore dans le même temps sa théorie de la dégénérescence, dans laquelle il explique que les pathologies se transmettraient de façon héréditaire et s'aggraveraient au fil des générations. Les progrès éthiques pour le sauvetage des plus démunis seraient un coût génétique pour l'espèce. Ces théories furent reprises et suscitèrent beaucoup d'intérêt. Les générations humaines ont suivi un chemin rude et souvent tragique. Elles ont rejeté au cours de ce dur voyage tous les éléments faibles ou déficients par une terrible et continuelle sélection. Le seul moyen d'avoir encore de solides cerveaux pour élever toujours plus haut notre civilisation, c'est de suivre les conseils de l'eugénique, c'est de continuer cette sélection. C'est à ce moment-là que la question de l'hérédité commence à prendre de l'importance et que naît le naturalisme, tout se recoupe. Zola notamment est fasciné par la prédominance des gènes sur l'existence et écrit « Elle est une loi, une force, un fait, et ce fait, une des plus grandes merveilles de l'existence, et cette force, la force de l'organisation, et cette loi, la loi qui semble tout régir, tout produire, tout répandre et tout multiplier, la loi de création, de propagation et de vie. » Au début du XXe siècle, Karl Pearson est un des premiers mathématiciens à appliquer la statistique dans le domaine de la biomédecine. Et il constate une détérioration génétique progressive. D'où le film Idiocratie relatant l'histoire d'un militaire quelconque projeté 200 ans plus tard dans une société de dégénérés dans laquelle il sera un génie. Comment en étions-nous arrivés là? L'évolution ne gratifie pas nécessairement l'intelligence. En l'absence de prédateurs au sein du troupeau, c'est la surproductivité de certaines classes qui fut récompensée, laissant les plus intelligents espèces en voie d'extinction sur le bord du chemin. Avoir des enfants, c'est une décision importante, on en est conscient. On n'est pas tout à fait prêt. Il faut prendre son temps pour ces choses, vous comprenez? Je suis d'accord avec elle. Oh merde, tu m'as encore foutu en cloque! Fais chier! J'en ai déjà un paquet de gamins! Je croyais que tu prenais la pilule ou un truc dans le genre! Bien sûr que non! Oh, fais chier! J'aurais dû me taper Brittany! Brittany? T'es qu'une espèce de... Il est hors de question d'avoir un enfant pour l'instant. Ce n'est pas possible vu la conjoncture. Ah non, ça c'est certain, ça n'aurait vraiment aucun sens. Viens ici, salope! Il en a rien à branler de toi! Ouais, bah y a forcément un truc qui lui plaît chez moi! J'ai rien à foutre de cette grosse vache! Oh putain! C'est pas moi! C'est pas moi! Eh bien, Trevor et moi, on a finalement décidé d'avoir des enfants. Et je ne veux viser personne, mais on en est au point mort. Dès lors, on comprend mieux l'apparition et la multiplication des thèses eugénistes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui ne sont finalement qu'une réaction à l'observation d'une dégénérescence. Des comités eugénistes sont fondés et s'installent peu à peu en France, en Allemagne et en Angleterre, puis dans toute l'Europe. Cela remet sacrément en perspective les mouvements fascistes, accordant une très grande importance au sang, à la race et à l'hérédité, n'est-ce pas ? Bon sang ne ment jamais, un chêne ne fait pas un peuplier. En 1942, Julian Huxley, premier directeur de l'UNESCO et fondateur de la WWF, publie un livre qu'il intitule « Évolution, la synthèse moderne », dans lequel il tente de démontrer que les mutations génétiques sont pour l'essentiel défavorables. Il faut comprendre que la question de la dégénérescence a fait énormément parler d'elle, et ce n'est qu'aujourd'hui que nous en sommes coupés. Pourtant, il serait de bon ton de réhabiliter ces questions, puisque nous sommes de moins en moins soumis à la sélection naturelle, et donc de plus en plus susceptibles de développer des mutations néfastes selon ces théoriciens. D'ailleurs, l'espérance de vie baisse, ainsi que le QI, depuis une trentaine d'années. On peut remettre en question la fragilité des tests de QI, se demander ce qu'ils mesurent véritablement, mais la baisse des scores généraux aux tests est tout de même représentative de quelque chose. Arte a justement publié en 2017 un reportage intitulé « Demain tous crétins ». Alors les pratiques eugénistes seraient-elles nécessaires à la survie de l'espèce lorsque la sélection naturelle n'agit plus? Cette problématique de la nécessité vient en antithèse des considérations philosophiques et éthiques et rend le sujet bien plus difficile à traiter. Toutefois, la dégénérescence est une notion bien complexe à laquelle nous ne comprenons pas grand-chose si tant est qu'elle existe.
Quelle est la place de l'hérédité dans notre vie, du milieu, de l'inné? Toutes ces questions ne sont pas résolues. Certains gènes, par exemple, varieraient suivant l'environnement dans lequel ils se trouvent, c'est ce que l'on appelle l'épigénétique. Alors, assistons-nous véritablement à une dégénérescence due à une atténuation de la sélection naturelle, ou sommes-nous influencés par le milieu dans lequel nous baignons et ce que nous mangeons? Sans doute tout à la fois, mais dans quelle proportion? Et sur quoi devons-nous agir pour y remédier, le milieu ou les gènes? Ces questions semblent rester encore aujourd'hui sans réponse. On a découvert depuis une vingtaine d'années, on commence à en parler beaucoup, l'épigénétique, c'est-à-dire l'effet de facteurs externes sur l'expression de l'ADN. Donc là, on en est à décrire l'ADN, mais maintenant on sait que ça ne suffit pas, que l'ADN, même si on le décrit, même si on sait ce qu'il peut faire, eh ben, il le fera ou le fera pas selon l'environnement. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une soupe d'une complexité incroyable, qu'on fait semblant de comprendre, mais on joue vraiment les apprentis sorciers, parce que en fait on ne comprend pas grand-chose. L'apparition du phénomène de dégénérescence est peut-être plus apparue dans les esprits que dans la réalité. La dégénérescence de l'espèce a peut-être cristallisé les peurs eschatologiques des hommes de l'époque dont la croyance n'était plus en Dieu, mais en la science. On ne croyait plus à l'apocalypse, mais à la fin de l'espèce. Peut-être que cette théorie, née dans la bourgeoisie, ne fut que révélatrice de la prise de conscience de cette dernière, de son illégitimité éthique, économique et héréditaire. Cette bourgeoisie endogame, se persuadant qu'il y a un lien entre réussite sociale et supériorité génétique, s'engagea dans un combat, celui contre les classes populaires, miséreuses et donc faibles, devenues trop fécondes et donc initiatrices de la dégénérescence. Cependant, je ne peux que le supposer. Ce ne sont pas les descendants des puissants, des riches, des savants, des énergiques, des intelligents qui constitueront l'humanité future, ce sera la postérité des paysans travailleurs, des bourgeois nécessiteux, des humbles et des petits, l'avenir est aux médiocrités. Pour conclure, je crois que l'on peut dire objectivement que l'eugénisme nage entre inhumanité et nécessité, entre quête d'identité pour une caste illégitime rêvant aujourd'hui d'une vie éternelle et d'un homme augmenté, et réalité sociale. Il est très difficile de prendre position de manière claire et précise, tant du fait de l'incertitude scientifique que des considérations philosophiques et religieuses. Seulement, il est important de réhabiliter ces questions puisque c'est bien vers un monde eugénique que nous marchons. Sans alarmer, je souhaite juste questionner. Voilà camarades, merci pour ton attention et n'oublie pas, fais passer l'info!